a vécu pendant des décennies avec l'idée d'une Bretagne qui bénéficierait de précipitations relativement homogènes et qui viendraient alimenter nos 30 000 km de cours d'eau. Ceci dit, l'ensemble dépressionnaire a évolué, est remonté de 2 degrés et arrose désormais l'Irlande ou l'Écosse. Et ce système dépressionnaire-là n'est plus d'actualité sur notre territoire. On a connu la sécheresse 2022, il y a un avant, un après 2022, ça a été un électrochoc, extraordinaire pour la Bretagne et ses habitants. Et ça a des impacts d'abord sur l'eau potable, sur les milieux, qui sont vraiment les priorités liées à l'eau, et puis sur l'ensemble des secteurs, des activités anthropiques que sont l'industrie, l'agriculture, l'ensemble des activités de loisirs, toutes les activités humaines, au-delà des milieux, sont marquées sont étroitement corrélées et complètement dépendantes de l'accès à l'eau. Donc oui, selon les prévisions du GIEC, l'été 2022, qui peut représenter un épiphénomène dans l'idée des personnes toutes venantes, a vraisemblablement vocation à arriver assez rapidement de façon récurrente dans nos existences. D'ici quelques années, ça pourrait représenter un été sur 3, puis devenir la norme d'ici 2030-2050. Donc oui, il y a un risque à manquer d'eau. Alors, les pressions sont de nature continuité écologique et hydromorphologie, c'est-à-dire que c'est le principal niveau d'altération des cours d'eau, mais vient rapidement après toutes les pollutions diffuses, puisqu'on a cette eau de surface à 75%, notre consommation d'eau potable provient d'eau de surface, et donc pollution diffuse, et là on a un panel entre les pesticides, les nitrates, on parle de PFAS, donc des pollutions éternelles, les pollutions médicamenteuses, les pollutions plastiques. On a toutes ces altérations qui viennent contraindre extrêmement fortement notre qualité en eau. Et les chiffres de l'OEB, chiffre 2022, montre qu'il y a une pollution généralisée par les métabolites, puisque 99% de nos cours d'eau sont actuellement sous cette contrainte de métabolites, ce qui peut constituer potentiellement un prochain scandale sanitaire. Donc il faut être extrêmement conscient de toutes ces contraintes qui pèsent sur l'eau, sachant que les problèmes de gestion quantitative viennent majorer mécaniquement nos problèmes de gestion, de qualité de l'eau. Et donc, ce sont des enjeux majeurs pour la vie. Alors, effectivement, nous avons des prévisions de l'INSEE d'une attractivité importante vers la Bretagne, ce qui pourrait constituer une bonne chose si l'on s'extrait des contraintes et des ressources du territoire, puisqu'on estime à plus de 400 000 habitants d'ici 2040. Et ces chiffres peuvent être même peut-être en deçà de ce qui va arriver, puisqu'on a un contexte géopolitique très incertain et qu'il va y avoir des réfugiés climatiques, certainement. Et on a cette attractivité qui est d'une part structurelle, et aussi on a l'attractivité saisonnière, avec une affluence puisque la Bretagne est une région très touristique, on a donc cette affluence de personnes en grand nombre sur un temps donné. Et l'ensemble constitue une contrainte extrêmement forte. Donc nous, au sein du SRADET, par exemple, on a inscrit dans le SRADET la volonté que la capacité d'accueil des individus sur le territoire breton soit en cohérence avec les ressources existantes sur le territoire. C'est un schéma, c'est un outil de planification qui comporte un volet réglementaire et un volet d'orientation et qui est élaboré par la région à destination des territoires.
Alors moi, je ne dirais pas ça du tout, puisqu'au contraire, ça fait 40 ans. La Bretagne est la première région étant en contentieux avec l'Europe, puisque c'était d'abord la question des algues vertes, avec le contentieux nitrate. Donc ça fait plus de 40 ans que les acteurs se sont rassemblés autour de la question de l'eau. Et en Bretagne, on bénéficie d'un tissu très dense autour de cette question de la ressource en eau, avec notamment des associations qui sont, je dirais, des associations, je pense à Eau et Rivière, je pense à Bretagne Vivante, et puis des associations plus locales. Enfin bon, on a un tissu associatif très dense, avec des militants, et le militantisme est un beau mot, avec des militants qui ont le souci de la précision, et ils ont une justesse argumentative, ils sont très documentés, et avec un vrai souci de l'intérêt commun, et je trouve que leur action est saine et extrêmement précieuse pour la Bretagne. Et donc il y a eu depuis longtemps cette habitude de faire coïncider des points de vue. C'est ce qui joue au sein de l'ABE, c'est ce qui a joué au sein du SBMA avant. Et par exemple, on a cette capacité en Bretagne à pouvoir fédérer un grand nombre d'acteurs qui peuvent avoir des points de vue différents, qui peuvent avoir des prismes différents d'appréciation. Mais au sein de l'ABE, par exemple, on a aussi bien les acteurs économiques avec les agriculteurs, les aménageurs, les industriels et l'ensemble des représentants associatifs comme tout le secteur public. Et dans la diversité des points de vue, on arrive à essayer de construire du commun. Et moi, je trouve que la Bretagne, ce qui a été une contrainte très forte il y a 40 ans, constitue aujourd'hui une zone de ressources potentielles dans cette capacité à pouvoir se décentrer, c'est-à-dire entendre le point de vue de l'autre et à pouvoir construire ensemble. Quand je vais à Région de France ou dans d'autres instances au niveau du bassin Loire-Bretagne ou d'autres instances plus nationales, je perçois de façon très forte que la Bretagne et dans le respect des diversités d'appréciation, est capable de dialoguer, est capable de s'écouter, tous les acteurs. Et c'est quelque chose de très précieux qu'on trouve et qui est assez spécifique à la Bretagne, je trouve. La Bretagne est l'une des régions qui est entièrement couverte par les sages, puisqu'il y a 21 sages. Ce sont des... Je trouve que les clés commission locale de l'eau sont extrêmement précieuses parce que là, on a des acteurs locaux qui ont une conscience, une expertise très vive de leur territoire. Et au niveau du conseil régional, on veut financer l'action des clés et des sages parce que c'est l'expertise la plus fine existante, avec des acteurs que nous souhaitons en capacité d'agir pour la qualité et la quantité de leur eau. En fait, par rapport à la sécheresse 2022, il y a eu une première action qui était celle de l'État avec des aspects réglementaires, les arrêtés sécheresse. Nous, au niveau du Conseil régional de Bretagne, nous n'avons pas de levier réglementaire. Par contre, depuis 2017, on a acquis la compétence animation autour de l'eau. Et donc, c'est dans ce cadre qu'est l'ABE. Donc, immédiatement après l'été, le président de région, Loïc Chenet-Girard, a agi pour installer une ABE extraordinaire qui permettait de réagir, de réunir tous les acteurs de l'eau bretons et de réagir collectivement par rapport à cette crise monumentale que nous avons connue, comme le reste du territoire national, mais qu'on a connue avec une acuité extrême sur la période. Rapidement, de tous les acteurs est née l'idée d'un plan de résilience qui s'est structuré initialement en 6 puis 7 axes, et avec tous les leviers, parce que le rôle des politiques, c'est quand même l'anticipation, et tous les signaux donnés de dérèglement climatique qu'on perçoit quand on a une sécheresse 2022 avec l'acuité qu'on connaît, et tout de suite après, janvier 2023, Quimperlé sous les eaux avec les inondations, le dérèglement climatique, clairement, est en œuvre. Quand on entend un président de la République qui est étonné de ce dérèglement climatique, on peut s'étonner. Alors, notre plan de résilience, donc, qui a été co-construit, je tiens à insister vraiment sur l'idée, moi je pense que le sujet de l'eau est tellement complexe qu'il appelle de l'humilité. Et l'humilité, ça veut dire cette démocratie
qui prend sans doute un peu plus de temps, mais qui est absolument nécessaire parce qu'il faut fédérer tous les acteurs et donner du pouvoir d'action à l'ensemble des acteurs. Donc ce plan qu'on construit, c'est organisé autour de 6 axes. Le premier et l'essentiel, c'est celui de la sobriété en eau. Et vous avez peut-être vu cet été, on a lancé une campagne de communication. Donc là, c'était plus ciblé sur l'usage domestique, mais on a bien l'ensemble des acteurs qui va être sollicité sur la sobriété en eau. Ensuite, le deuxième axe, c'est sur la gestion des ressources disponibles. Et donc, par exemple, pour illustrer, là, on va avoir avec le BRGM des séminaires, par exemple, sur le risque d'intrusion saline sur les aquifères côtiers. Ensuite, le troisième qui est là aussi essentiel, c'est sur la restauration des fonctionnalités des sols et notamment les zones humides. Et donc là, on a un énorme travail à accomplir. À mon avis, c'est vraiment un levier essentiel. Donc ce troisième axe sur la restauration de la qualité de l'eau, on a aussi toute la problématique des phytos qui va intervenir ici. Ensuite, les questions de financement. Par exemple, et là la BE aussi a été constituée de cette façon-là, c'est-à-dire avec la capacité de pouvoir former des vœux en supra, interpeller le gouvernement, voire interpeller l'Europe. La question du financement, comment est-ce qu'on va pouvoir, et ça va se gérer aussi collectivement, comment est-ce qu'on peut intégrer des modèles de financement qui soient vertueux, c'est-à-dire qui aillent vers une progressivité sans doute, enfin il faut que la réflexion émane de tout le monde, mais cette question de financement est à re-questionner. Comme la question du financement, comment se fait-il que, par exemple, actuellement, les zones les plus urbanisées, celles qui contraignent le plus fortement la ressource en eau, sont celles qui touchent le plus de dotation globale de fonctionnement, le plus de taxes et qui sont les plus riches. Or, celles qui détiennent la responsabilité énorme de préserver la ressource sont celles qui ne bénéficient d'absolument ou quasiment aucun financement. Donc il y a un nouveau modèle à construire. On ne peut pas rester sur ces modèles-là anciens avec les défis qui se posent à nous en termes environnementaux. Donc il va falloir repenser l'ensemble des financements. Et puis, cinquième question, ça va être d'anticiper sur les éventuels conflits d'usage. J'ai évoqué tout à l'heure la règle du SRADET qui vise à faire corréler la capacité d'accueil avec l'accueil effectif des populations. Et donc, on va constituer une boîte à outils pour permettre aux SCOT de pouvoir décliner cette proposition dans leur mode d'action. Et le dernier axe porte sur le volet connaissance, et j'y tiens là aussi très très fort, parce que souvent actuellement on confond opinion et science. On a le GIEC qui aboutit à un consensus scientifique, ça veut dire que 95% des études se corroborent entre elles et aboutissent à ce consensus-là. Je pense qu'on a un vrai enjeu à pouvoir différencier faits d'opinion de faits scientifiques, et la science a toute sa place dans nos débats. En fait, le terme premier de résilience, c'était la capacité du métal à pouvoir s'adapter à une transformation, à une érosion due à la chaleur ou à un choc. Ensuite, Boris Cyrulnik a employé ce terme pour parler de la psyché, la capacité du psychisme à pouvoir encaisser un choc, un trauma, et à pouvoir garder une structure intégrant le choc ou le trauma, mais une structure fonctionnelle. Et donc là, par analogie, ce serait comment l'environnement, comment le vivant, en fonction des contraintes fortes qui lui sont posées, peut être pérenne, durable, fonctionnel. Sur les 52 propositions d'Emmanuel Macron, en fait, du coup, on n'a pas les mêmes leviers. C'est-à-dire que l'État a le dispositif réglementaire, nous, on a le dispositif animation et concertation. Ceci dit, dans notre plan, la région agit aussi en tant que quantité responsable. Et donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce qui est co-construit dans notre plan de résilience breton, c'est que chaque acteur, en fonction de ce plan de résilience, va pouvoir
intégrer, promouvoir des lignes d'action sur l'un ou l'autre et idéalement sur l'ensemble des axes que nous avons évoqués. Mais la région, là aussi, a travaillé sur chacune de ces politiques sectorielles pour revisiter toutes ces lignes en regard de notre schéma de plan de résilience. Mais donc là, on peut intervenir directement sur nos compétences propres et sur nos responsabilités propres. C'est là que ça s'arrête pour notre capacité de décider en direct. Après, on a une capacité d'influence, de fédérer, de pouvoir animer, mais ça s'arrête là. Concernant les 52 mesures, eh ben, on peut être en retrait sur certaines préconisations. Alors si on peut saluer le fait qu'on vise 10% de sobriété d'ici quelques années. Donc le fait que soit intégré dans cet engagement à la sobriété l'ensemble des strates de la société et que ça ne repasse pas uniquement sur les usages domestiques, c'est plutôt un bon signal. En revanche, il y a un retrait très sensible quant aux objectifs. Les assises de l'eau en 2018 avaient signifié qu'on devait arriver à 5%, puis 15%, 25% en 2030. Du coup, l'ambition est en retrait extrêmement singulier. Là aussi, l'État aurait pu, par rapport à toutes les pollutions existantes, et je pense au plastique, je pense aux pollutions diffuses de produits phytosanitaires, là aussi il y a des volets réglementaires que l'État devrait avoir le courage de s'approprier et de jouer son rôle réglementaire par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. On ne peut pas avoir de stratégie que correctrice. Nous, au niveau de la région, donc on essaye d'embarquer tout le monde dans cette dynamique vertueuse. On est aussi parfois dans des stratégies compensatoires, et c'est malheureux d'engager autant d'argent public, par exemple dans les filtres à charbon. Nous, il y a quasiment un an, on a voté en commission permanente la possibilité d'affecter 2 millions d'euros sur la Pointe Finistère pour équiper des zones de captage en filtres pour pouvoir préserver cette capacité d'alimenter la population en eau potable. C'est autant d'argent public qui est dans des stratégies de correction ou de compensation, là où l'État pourrait avoir une politique qui prenne en compte un peu l'ensemble des enjeux, y compris agricoles, mais qu'on soit vraiment sur une stratégie de sortie d'utilisation des produits phytosanitaires, et parce qu'il y a des enjeux de santé publique, de vie des milieux, et que là, à un moment donné, on sort de cette position inertielle adoptée par le gouvernement, et il faut avancer, quoi. Alors, sur la gouvernance de l'eau, il me semble que l'eau représente un enjeu démocratique par son caractère vital, un enjeu démocratique fondamental. Nous, c'est ce qu'on essaye d'impulser au niveau des clés, des sages, au sein de l'ABE. On est vraiment à la croisée des chemins sur l'ensemble du vivant. Là, on parle de l'eau, mais la biodiversité, l'ensemble du vivant et donc y compris l'humain au sein du vivant. On a vraiment des enjeux vitaux. Et la réponse, c'est la capacité à faire du commun, faire commun, bien commun, intérêt collectif, juste répartition des ressources. Et donc sans doute qu'il va falloir aller au plus près des territoires, prendre en compte l'ensemble du champ de la société et à co-construire le plus possible. Et on ne peut pas rester dans une dynamique descendante telle que c'est là actuellement. Ceci dit, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, je fais partie du comité de bassin, celle que je connais en tout cas, cette agence-là, dans son fonctionnement, me paraît assez volontariste et avec une vraie volonté de fédérer les forces et de rendre chacun acteur et de donner de la capacité à agir à l'ensemble des territoires. Alors je pense que par rapport à nos défis, là aussi, il y a un mot qui est fondamental, c'est cohérence. Parce que trop souvent, nous on est dans les politiques souvent réparatrices ou correctrices,
Trop souvent, je pense à l'argent public que nous mettons pour soutenir les haies, pour soutenir le bocage, pour soutenir la restauration du vivant. Et d'une main, nous soutenons ces dispositifs et on voit que de l'autre côté, certains dispositifs sont remis à néant. Et que il y a du déboisement, on enlève des haies et on altère le bocage. Et donc, il faut absolument travailler à une cohérence des politiques publiques. Je pense également que parfois, il faut être coercitif. Le volet réglementaire est peut-être insuffisamment agi et je vois plein de secteurs, et là par exemple on parlait des ZSCE où on était en instance sur les PLAV et en fait j'ai interrogé moi l'État, enfin le préfet ou le sous-préfet en demandant, donc on va passer à un volet réglementaire d'ici 3 ans. Quels moyens humains vont être déployés pour assurer le suivi de la réglementation. Et en fait, les moyens humains sont extrêmement réduits. Donc, on peut faire autant de règlements et co-construire autant de plans qu'on veut. Si en face, on ne met pas ces moyens humains et budgétaires, et ben, du coup, c'est comme autant d'injonctions qui ne sont pas suivies des faits. Alors la consommation, je sais qu'elle a augmenté de 7% et elle a augmenté aussi notamment dans le domaine agricole. Donc ça, c'est objectivé. Mais on a tout un champ de prélèvement d'eau qui ne sont pas soumis à une réglementation, beaucoup de forages. Et je pense que ce qui ne posait pas de problème majeur jusqu'à présent, puisque les moins de 7000 m3 n'étaient pas assujettis à une déclaration, là désormais la question se pose de façon claire et majeure. Donc on a besoin d'avoir un diagnostic exhaustif de tous les prélèvements effectués. Et j'ai sollicité l'agence de l'eau là-dessus. Moi je souhaite qu'on puisse avoir un diagnostic exhaustif, tant des ressources existantes, mais des prélèvements réalisés, l'usage qui en est fait. Et de la même façon aussi, dans les diagnostics, je pense que les outils diagnostiques là, doivent être précieux et doivent être encouragés. Sur chaque sage, chaque clé est sollicitée pour faire un diagnostic HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. Nous, au niveau du Conseil régional, on va soutenir particulièrement les clés qui feront cette démarche de diagnostic qui nous paraît indispensable à pouvoir engager les mesures en relation avec l'état des lieux réalisé. Alors, les diagnostics, enfin, c'est le principe même du diagnostic. Alors, juste dire que souvent, les clés sont en difficulté pour le réaliser. Elles ont un étayage de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne au niveau budgétaire et au niveau méthodologique. Nous, du coup, moi j'ai fait le tour de toutes les clés dans la première année de mandat et je vais recontinuer là, cette année à faire un tour de toutes les clés, aller sur chaque territoire, rencontrer chaque équipe, chaque président et chaque équipe, de façon à avoir là aussi le diagnostic le plus fin possible et la connaissance la plus fine possible des problématiques qui se posent à chaque territoire, de façon à pouvoir d'un côté identifier les invariants sur le territoire et d'autre côté identifier les singularités qui s'exercent. En discutant avec notamment les présidents de clés ou aussi les techniciennes et techniciens, le constat est fait que la partie dans cette étude-là, HMUC, la partie climat est la plus difficile à appréhender et donc là, du coup, nous on est là pour soutenir les sages et les clés dans leur démarche. Donc on va solliciter notamment l'OEB, Observatoire Environnement Bretagne, pour soutenir ces diagnostics sur la partie climatique, puisqu'on peut retrouver
même s'il y a des disparités entre l'Est et l'Ouest notamment, mais pouvoir fournir les éléments nécessaires à pouvoir établir cette partie climatique qui est un peu plus difficile. Et autrement, donc hydrologie, c'est pouvoir avoir une connaissance des masses d'eau, que ce soit sur l'aspect chimique, morphologique, sur leur fonctionnalité. Usage, quel usage est-il fait de cette eau? Hydrologie, milieu, et puis le milieu comprend la biodiversité, la fonctionnalité du milieu, puisque donc c'est bien, on est dans une appréciation aussi globale de fonctionnalité. Les interconnexions existantes, je ne les remettrai pas fondamentalement en cause. Elles ont été d'un immense secours dans l'été 2022 avec les pénuries que nous avons connues, avec des communes qui étaient alimentées en citernes ou en bouteilles. Et donc je ne remettrai pas particulièrement en cause. On sait cependant que les interconnexions génèrent des coûts énergétiques très importants et que sur l'enjeu des ressources, on doit avoir simultanément en tête les enjeux de l'eau et d'alimentation des populations et des milieux, mais aussi y associer, pour avoir une forme de cohérence, les enjeux liés à l'énergie. Donc je ne reviendrai pas sur les interconnexions existantes. Par contre, je me méfie, même si la technologie peut avoir des apports, je me méfie un peu de cette course en avant qui voudrait qu'on va toujours trouver une solution dans la technologie. Ça n'est pas vrai. À un moment, l'humanité doit prendre conscience de la finitude de ses ressources et s'y adapter. En fait, c'est pas de la compétence du conseil régional, ça c'est de la compétence éventuelle des EPCI. Ceci dit, c'est vrai que le conseil régional de Bretagne a vocation, en première intention, de travailler autour du grand cycle de l'eau. Ceci dit, face à la pénurie, au problème de gestion quantitative de l'eau, qui deviennent de plus en plus prégnants, nous avons tendance à nous rapprocher de cette question du petit cycle de l'eau, ce qui n'est pas notre compétence originelle. Donc là, on est vraiment sur la question du petit cycle de l'eau. Et c'est vrai que tout ce qui est consommation d'eau dans les toilettes, enfin, c'est phénoménal. On l'estime à 20%. Voilà. Et je pense... Alors donc il y a un frein un peu sociétal lié à, dans nos sociétés à nous, parce que c'est pas généralisé au niveau mondial, mais on a tendance à éviter tout ce qui est corporel, mais lié à la mort, lié à la défécation, aux excréments, etc. Et il y a un évitement soigneux de tout ce qui nous renvoie à notre condition d'humain. Donc il y a ce travail-là de pédagogie à réaliser. Pour l'instant, pour lever ce frein, effectivement, peut-être pourrait-on engager un travail auprès des EPCI. Et donc ça, c'est un sujet qui pourrait être abordé au sein de l'ABE et pourquoi pas déployer un travail de conscientisation de cette eau perdue pour transporter nos excréments. Là, actuellement, sur mon secteur géographique, je suis lorientaise, on envisage des travaux à proximité c'est le département qui envisage des travaux à proximité d'aquifères côtiers. Il y a un risque majeur d'intrusion saline. Et en plus, avec la montée marine, les risques de submersion, ces risques vont s'accroître. Donc il faut être très vigilant en fait, de pouvoir préserver les ressources existantes, puisqu'on a vu que, compte tenu de l'accroissement de la population et des activités afférentes à cette population, compte tenu du dérèglement climatique, c'est un ensemble de contraintes qui va vers la raréfaction de l'eau. Donc toute préservation de cette ressource est vitale.
Non, ça n'est pas. C'est justement le diagnostic HMUC doit contribuer à vraiment apprécier les volumes existants et leur variabilité dans le temps. Alors moi je suis très favorable au fait qu'il y ait des budgets corrélés aux enjeux vitaux qui se posent en termes de ressources, donc qu'il y ait des moyens affectés à l'eau qui soient en relation avec les enjeux. On pourrait aller plus loin dans le service public. Je pense que le service public, de façon globale, devrait bénéficier et tout ce qui fait du commun, enfin, on parle de l'eau, mais ça pourrait être l'air, ça peut être les sols, la biodiversité. Tout ce qui fait notre existence commune et notre devenir doit être ciblé comme un enjeu majeur, doit être une priorité absolue et on doit y affecter des budgets suffisants, ce qui n'est actuellement pas le cas. Je travaille en étroite relation avec Arnaud Lécuyer, vice-président à l'agriculture au sein du Conseil régional, parce que ce souci de cohérence est vital. Quand on parle de cohérence publique, quand je l'évoquais tout à l'heure, on a vraiment ce sentiment, donc on travaille en grande porosité, perméabilité et effort de décentration, c'est-à-dire que j'essaye d'intégrer les enjeux liés à l'agriculture, comme lui essaye d'intégrer les enjeux liés aux ressources, aux biodiversités. Donc voilà la position commune à laquelle nous sommes parvenus. Déjà, les retenues collinaires, il y a un problème lexical, c'est-à-dire que bien souvent on met sous le terme retenue collinaire du forage, des prélèvements sur les cours d'eau. Enfin, dans le terme retenue collinaire, il y a beaucoup de concepts qui n'ont rien à voir entre eux. Nous, on a aussi en tête l'idée que pour le temps de la transition, il va falloir parfois, c'est pas avoir des mécanismes compensatoires le moins possible, mais qui vont parfois être nécessaires pour temporairement le temps d'engager les transitions. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a la destination. Donc, je vais vous faire part un peu du consensus auquel on est arrivé. La destination, pour nous, en Bretagne, ce serait uniquement légumier. Retenue collinaire, uniquement le ruissellement, de l'eau du ruissellement, c'est-à-dire complètement déconnecté du milieu. De façon à ce que ça n'ait le moins d'impact possible, parce que l'eau, même si elle est retenue, on sait que ça a des effets délétères. L'eau croupit, donc elle s'altère. Elle ne revient pas dans le milieu, il y a un problème d'abreuvement du milieu. Et en plus, elle s'évapore en général. Donc vraiment, ça coche toutes les cases pour dire que c'est vraiment compensatoire, temporaire, et que c'est une maladaptation. Donc c'est vraiment pas ce que nous préconisons. Mais parfois, dans un système d'urgence, ça peut très ponctuellement être utilisé. Donc avec une destination, avec donc légumes en Bretagne, avec le fait que ce soit assorti d'un diagnostic de territoire, c'est-à-dire combien il y a de réserves existantes, où se situent-elles, quels sont les impacts sur le milieu, et donc ça rentre dans le cadre du diagnostic HMUC, avec un avis des clés, les commissions locales de l'eau, qui ont leur voix à donner, avec peut-être la mobilisation d'un territoire, parce que se pose aussi l'enjeu de la démocratie, c'est-à-dire ces retenues d'eau, pour qui, à quelle destination, ça importe. Et donc, il faut que, si on a cette mesure d'urgence, ce soit assorti de mesures structurelles, c'est-à-dire que peut-être, et avec aussi une garantie sur les volumes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des volumes qui soient le plus raisonnables possible, et de mesures structurelles, c'est-à-dire que on va, parce que c'est vital pour une production qui importe pour le territoire, à ce moment-là d'avoir cette solution compensatoire, et à côté, on va effacer un plan d'eau, on va reméandrer un cours d'eau, on va remettre du talus, replanter des haies, refaire du bocage. C'est-à-dire que ce mécanisme compensatoire-là n'est valable que si à côté, on adopte une mesure structurelle pérenne. Le problème, par contre, il y a un problème auquel on se heurte, c'est que lorsqu'on fixe la destination, et là on revient à l'aspect réglementaire, qui n'est pas assez pourvu en termes de moyens et budgétaires et en ressources humaines, c'est
S'il y a un changement de destination, c'est-à-dire nous on accorde la possibilité d'avoir une petite retenue d'eau de ruissellement sur des légumes. Si au bout de 5 ans on décide que c'est du maïs, eh ben, quel est le volet réglementaire qui nous va permettre de tenir le contrat sur lequel on s'est mis d'accord? Et là, il y a une carence à ce niveau-là, sauf que ce n'est pas de notre ressort. Donc moi, j'ai souhaité, enfin, on a bien discuté, en tout cas que les critères soient extrêmement le plus solides possible, quoi. Je comprends que parfois, il puisse y avoir une urgence en termes de production pour les territoires, mais il faut que ce soit vraiment, vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Comment la question se pose? La reuse, l'utilisation des eaux non conventionnelles peuvent, enfin à mon avis, c'est pas une voie primordiale de travail, ça va être nécessaire, notamment quand on voit par exemple des aberrations dans l'agroalimentaire, quand la première eau de lavage des pommes de terre ne peut pas resservir au deuxième lavage des pommes de terre, je trouve ça complètement aberrant. Il faut que ce soit des eaux différenciées. Donc on lave une première fois les pommes de terre avec une eau qui s'écoule et on relave une deuxième fois les pommes de terre mais avec une eau nouvelle. Donc ça c'est des aberrations. En revanche, donc si ça peut être un élément intéressant dans la gestion de l'eau, ça ne peut pas être la seule voie et que notre façon de raisonner notre usage de l'eau va être surtout celle de la voie de la sobriété parce qu'à un moment donné, il faut que cette eau soit réinjectée dans les milieux, dans une période où on va connaître des étiages sévères. Donc c'est un volet intéressant qu'il va falloir là aussi, sur lequel il va falloir aussi avoir une analyse assez fine, de savoir quel est le volume réutilisé et qu'est-ce qui repart ensuite dans le milieu et considérer les impacts que ça peut avoir sur les cours d'eau. Enfin, tout dépendra du milieu dans lequel ces directives, ce décret sera mis en œuvre, mais en tout cas, il faudra avoir une étude d'impact, ouais, je pense que c'est nécessaire. Il faut y aller, mais là aussi en étant, de façon sérieuse, quoi. C'est effectivement. Cette réutilisation des eaux usées peut avoir des fonctions intéressantes dans l'illustration que je vous donnais aussi. Par exemple, l'eau de vache, c'est la vapeur qui est issue lorsque le lait de vache est transformé en lait... ouais. En fait, il y a un phénomène d'évaporation. Donc cette eau-là qui est chauffée à 100 degrés, donc du coup qui est vraiment exempte de virus ou autre, elle revient en eau, donc c'est ce qui s'appelle l'eau de lait, mais alors qu'elle a été pasteurisée, en fait, elle est impropre à l'utilisation, y compris pour nettoyer les sols, quoi. Donc on a quelques aberrations qu'il faut lever, mais ça ne peut être que là aussi du compensatoire et bien mesurer les impacts à chaque fois sur le milieu. C'est l'État qui fixe les règlements, là je pense que c'est via l'ARS. C'est notamment très explicite dans notre propre plan sur notre patrimoine breton. C'est-à-dire que les lycées vont être équipés systématiquement de récupération d'eau de pluie. Comme les ports, toutes nos infrastructures, alors ça va se faire progressivement, hein, ça va s'étaler dans le calendrier parce que l'ensemble a un coût dans une période où les budgets des collectivités, y compris régionales, sont sévèrement pressurisés. Mais en tout cas, c'est de façon toute explicite sur notre patrimoine régional, ça va être mis en œuvre et notamment donc lycée, zone portuaire. Et zone portuaire, par exemple, pour tout ce qui va être aussi récupération de carénage. On n'a pas de politique directement en direction des particuliers, ça c'est du ressort des OPCI. Par contre, au sein de la BE, on va travailler, de toute façon, on aura notamment Bruno Ricard qui sera là et pour lequel c'est une question importante, tout ce qui est gestion intégrée d'eau de pluie aussi, parce que là encore, je veux que dans un souci de cohérence et d'efficience, on a le devoir d'anticiper, de travailler beaucoup avec les aménageurs. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on a fait une place la plus large possible aux aménageurs au sein de la BE, pour qu'on ait vraiment une politique intégratrice de l'eau et non pas une politique corrective et que ce soit pris, que ce soit conceptualisé et pris, mis en action dès la construction du projet et non pas a posteriori, une fois le projet
réalisés. Il y a eu une concertation sur tous les territoires concernés avec une répartition qui a été... parce que donc il y a plusieurs phasages dans le ZAN. Il y a une partie où on doit réduire de moitié la consommation par rapport à l'existant, ce qui ne va pas sans poser de problème aussi, parce que le problème qui se pose, c'est que du coup, les collectivités qui ont construit le plus sont celles qui bénéficieraient encore de plus de droits à construire. Et les territoires qu'on pourrait qualifier de plus vertueux seraient ceux avec une possibilité de développement amoindrie. Donc, mais ça a été le travail de Laurence Fortin, de pouvoir réajuster cet aspect dysfonctionnel avec les territoires, en accordant et en prenant vraiment aussi en compte, selon notre carte des capacités, le centre Bretagne. Et donc, elle est allée sur chaque territoire pour argumenter, discuter avec les territoires sur le nombre d'espaces encore restant à construire. Mais en tout cas, je pense qu'on a été en avance de phase au niveau de la région Bretagne, puisque cette problématique qui va pas être sans contrainte pour les collectivités, hein, et cette problématique, on a essayé vraiment d'avancer très fermement et vraiment en anticipation pour que chaque collectivité puisse s'emparer du sujet. Il faut mettre en adéquation la capacité d'accueil des populations avec les ressources existantes. Non, on n'a pas de pouvoir législatif là-dessus. Par contre, on a du pouvoir incitatif et qu'on essaye d'utiliser à bon escient. Bon, là, pour le coup, c'est la délégation de mon collègue Arnaud Lécuyer, mais sont soutenues les exploitations les plus vertueuses en matière environnementale, par le biais des MAEC, par le biais de l'installation, par le soutien au bio. Donc je sais qu'ils veillent beaucoup à tous ces indicateurs. Ce qui n'est pas du tout le cas de la PAC, puisqu'en fait... On a perdu, nous, tout le deuxième pilier de la PAC, et donc on a perdu des millions d'euros qui nous permettaient de cibler les zones à enjeu et d'encourager le plus fortement possible la transition agro-environnementale. Alors pour le coup, la région ne s'est pas engagée dans les PSE. Ah bon ? Ouais. L'État s'est engagé. Il y a un problème de toute façon, c'est qu'on est limité au niveau budgétaire avec la perte du deuxième pilier de la PAC. On a perdu des millions de budget, hein, donc on essaie de garder, mais du coup on doit vraiment cibler les actions. Donc là il y a le soutien au bio très fort, il y a les MAEC, on a 3 MAEC qui restent, mais qui représentent, les sommes allouées sont divisées par 40, donc je pense qu'on ne pouvait pas tout faire. Enfin, il y a peut-être d'autres arguments qui permettent d'étayer le choix, ou en tout cas de l'expliciter, mais je sais que cette contrainte budgétaire est déjà à la base extrêmement forte. Voici bien longtemps, enfin ça se compte en 5-10 ans, qu'il n'y a plus aucune subvention sur les méthaniseurs, à l'exception juste le nénuphar couverture de fosse, donc qui représente des entités vraiment toutes petites, quoi, qui répondent vraiment où il n'y a pas d'exploitation majeure et pas de risque pour l'environnement. Voilà, et donc les méthaniseurs, moi je suis très réservée sur les méthaniseurs, et en plus c'est complètement dévoyé puisqu'on voit des choses dramatiques du genre de l'élevage extensif racheté pour faire du maïs qui va être dans le méthaniseur, donc c'est complètement dévastateur, hein. Donc nous on ne soutient pas du tout. Je pense qu'il est remis en question et donc il s'engage, alors de toute façon. Il y a tellement d'enjeux qui se posent par rapport à notre modèle agricole. L'enjeu du renouvellement des générations des agriculteurs, parce que si on ne parvient pas à renouveler la génération
et les départs à la retraite, ça veut dire qu'on va avoir une surcapitalisation, un agrandissement des exploitations, et dont on sait qu'ils sont délétères pour l'environnement. On a cette transition vers l'agroécologie qui doit être généralisée. Nous sommes, pour plusieurs raisons, la Bretagne est une terre agricole pour les conditions pédoclimatiques à la base. Il y a aussi une volonté de l'État qui a installé la Bretagne, enfin une volonté historique de l'État qui a installé la Bretagne comme terre d'élevage et d'agriculture. Dans les années 50, il fallait pouvoir produire massivement de la nourriture pour l'ensemble du territoire national. Et les conditions pédoclimatiques ont contribué à ce que ça puisse se passer ici. Mais on est confronté dorénavant à un contexte qui n'est absolument plus le même. Et effectivement, cette transition vers et la prise en compte des enjeux environnementaux s'impose. Parce que l'exploitation telle qu'elle est faite dans certaines exploitations aujourd'hui, de fait, n'entraîne pas la pérennité des exploitations, puisqu'on a des sols complètement appauvris, on a des sols morts, des sols qui ne pourront plus produire. Donc on a vraiment cet engagement dans la transition qui s'impose à tous. On a une baisse du cheptel, on a une baisse on va devoir baisser les productions, et ça va aller de fait. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce renouvellement d'enjeux, cet enjeu de renouveler les générations, et le discours est difficile à tenir en disant on décroît l'élevage, on décroît la production, mais venez tous travailler. Du coup, ça fait quelque chose d'un petit peu, alors que ça se tient, hein, mais le discours, il est assez fin du coup, devient peu audible, quoi. Donc, il faut être vigilant pour faire que l'agriculture soit toujours attractive, et tout en... Et du coup, Arnaud Lécuyer a été très, à mon avis, subtil là-dessus, parce qu'il a conjugué cet enjeu. C'est-à-dire, il a dit, on a ce devoir de renouveler les générations d'agriculteurs, on a ce devoir d'entraîner la transition vers l'agroécologie. Il faut conjuguer ces deux enjeux majeurs. Donc, il favorise l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant l'installation du bio et des pratiques vertueuses et de la transition agroécologique. Donc, il conjugue ces deux enjeux pour favoriser la pérennité d'une agriculture vertueuse, quoi. Alors, l'innovation, quand elle n'est pas dévoyée, peut être intéressante. C'est-à-dire que si c'est pour avoir une capacité de production et développer les immenses exploitations, du coup, c'est dévoyé et donc, voilà. L'innovation est intéressante, tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est un outil intéressant. On est plus, par exemple, sur la promotion du désherbage mécanique pour s'abstraire des pratiques et de l'utilisation du glyphosate et de toute forme de biocide. Et c'est une politique qui est d'ailleurs très financée par la région. Sur les houes rotatives, sur les herses, sur les bineuses. Alors, donc, moi, je crois beaucoup dans le fonctionnement des CLES, Commission locale de l'eau, dont on a déjà beaucoup parlé. On a des acteurs divers qui ont des confrontations de points de vue, mais en tout cas, c'est des espaces dialogiques qui sont très structurants. Dans le cadre de l'Assemblée bretonne de l'eau et de la promotion du plan de résilience, comme je pense vraiment que la démocratie est une valeur socle de la politique de l'eau. Et donc là, on réfléchit, alors c'est pas encore acté, je suis peut-être en avance d'annonce par rapport, mais en tout cas, on y réfléchit, parce qu'il faudra que ça passe par le conseil régional, par la BE, etc., par les instances. Mais en tout cas, ce serait intéressant qu'on puisse avoir un médiateur qui installe le débat sur tout ce qui va être enjeu de l'eau, usage et répartition des usages, pour en discuter, parce qu'on voit
Assez rapidement, on est sur des consensus quand on est sur la BE, sur la sobriété, etc. Dès qu'on parle usage, clash. Tout de suite, on sent des montées un petit peu en force et qui sont animées aussi par un petit peu de crainte ou de peur de perdre les ressources qui sont vitales à tout le monde. Et donc moi je vais aller faire là, là déjà c'est en installation dans le calendrier. Dès le mois prochain, je vais faire le tour de l'ensemble des commissions locales de l'eau, des 21 clés bretonnes pour aller parler du plan de résilience, le présenter, en discuter. Et après, on va sans doute proposer qu'il y ait un animateur dont c'est la formation, qui assure les débats au sein des clés pour que vraiment la question, notamment des usages, soit mise en discussion et en débat. Non, c'est pas juste. Et les 52 mesures de l'État auraient pu annoncer, alors peut-être pas quelque chose d'uniforme, je sais pas, il faut peut-être quelque chose de progressif, mais enfin quelque chose qui aille vers plus de justice. Là, les prix sont différenciés, les taxes, c'est une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 20. Donc faire quelque chose qui soit... parce que donc, beaucoup des redevances pèsent sur le domestique. Et parfois, on est dans une situation aussi où socialement, la vie est rude pour grand nombre de nos concitoyens. Voilà. Donc, faire quelque chose qui, au moins progressivement, aille vers un rééchantillonnage des taxes et qui permette d'avoir une harmonisation, c'eût été un premier pas et un signe de prise en compte des besoins de la société dans sa globalité, qui aurait pu être fort. Le gouvernement ne s'en est pas saisi. Encore, actuellement, dans certains départements, plus on consomme, moins on paye. Il faut aller vers des économies d'eau, on le sait tous. Donc la progressivité, c'est quelque chose qui serait, en tout cas, une piste à creuser. Je suis aussi favorable à la prise en compte des situations sociales des familles, des foyers. Mais ça demande aussi des études. Donc nous, on va s'appuyer sur des études de Dunkerque et puis de d'autres endroits. Mais la question de l'accessibilité sociale avec les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour permettre que chaque famille puisse vivre dignement et avoir accès à la ressource pour répondre à ses besoins vitaux, donc eau potable, capacité à se laver, me paraît être aussi important. Donc là, il y a un benchmark, une étude de tout ce qui se fait sur les territoires, avec les intérêts, les zones de contrainte, les limites de l'action, et ça va être étudié. Donc j'ai pas de position complètement arrêtée. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une incitation à la consommation et que les besoins vitaux soient préservés pour les familles les plus modestes. Cette réflexion va être construite collectivement en essayant d'avoir une harmonisation. Parce que là, actuellement, les zones très fortement urbanisées, je l'ai dit tout à l'heure, payent leur eau peu cher. Non, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Les grosses agglomérations ou les territoires très urbanisés payent une eau généralement peu chère et les territoires ruraux ou producteurs d'eau la payent très très cher. Donc cette disparité non plus n'est pas légitime et donc il va falloir harmoniser et que la solidarité joue à plein, dans un sens en tout cas. Elle joue la solidarité. Mais qu'est-ce qui légitime le fait que certaines communes plus rurales limitent leur développement au bénéfice de territoires très urbanisés? Il va falloir que tout ça se discute et que chacun y trouve son compte. Et que l'intérêt commun et de la préservation de la ressource prime et soit vraiment au centre du débat.
Ça, c'est en cours de travail. C'est-à-dire que toutes les éco-socio-conditionnalités sont en cours d'élaboration et elles se construisent. Elles ont été annoncées en début de mandat. Elles se structurent peu à peu sur des dispositifs, les uns après les autres, mais chaque dispositif ayant sa singularité est étudié pour voir quel type de conditionnalités sont appliquées. Il y a de nombreux captages fermés en Bretagne, notamment parce qu'il s'agit de zones de captage. L'eau n'est plus conforme à la consommation. Et plutôt que d'avoir une politique de dépollution ou de conversion vers, parce que c'est souvent soit agricole, soit industriel, plutôt que d'essayer d'engager des transitions de façon à avoir des externalités négatives moins prégnantes sur les milieux, la solution de facilité a été de fermer les captages. Or, nous sommes dans une période où le problème quantitatif se pose. Moi, je suis pour qu'on réétudie les captages fermés, chaque situation, avec les clés. Mais donc ça, c'est plus du ressort de l'État. Hein. Mais moi, je souhaite qu'on réévalue chaque captage de façon à ce qu'on puisse à minima préserver l'existant, mais au-delà aller vers une réouverture, mais en ayant un travail sur tout le territoire pour que ce qui a généré la fermeture du captage n'ait plus la même pression et qu'on puisse réouvrir les captages de façon à assurer l'alimentation en eau potable, notamment des populations. Ah oui, je milite pour plus de pouvoir à la région, notamment sur ces enjeux, sur tous les enjeux des ressources, l'eau, la biodiversité, voire la santé aussi, puisque ma délégation c'est eau, santé, biodiversité, j'en ai pas parlé, mais j'aime beaucoup le titre de ma délégation qui porte un concept, celui de la santé du vivant, si on veut, où l'homme fait partie intégrante de la chaîne du vivant et on n'est plus dans une conception duétiste et l'homme ne s'abstrait pas de son environnement. Donc j'aime beaucoup ma délégation. Et que ce soit pour l'eau, la biodiversité, la santé, je souhaite récupérer de la capacité à agir pour la région et puis au-delà, les élus locaux, parce qu'on a quand même... y compris, donc là on aborde un point de vue plus politique, mais la politique régionale ou locale perd de sa capacité d'action, ce qui entraîne une déshérence, voire parfois de la perte d'espoir des électeurs, et on trouve un éloignement majeur de l'électorat avec l'exercice de la politique, et je trouve ça extrêmement dangereux. Alors, moi, je suis très favorable à ce qu'on étudie la question. Même à titre personnel, je serais plutôt favorable à la démarche. Jusqu'à présent, on est dans une sphère très marchandisée où on donne un statut juridique à ce qui est propriété humaine. Donc, les animaux de compagnie, par exemple, ont un statut juridique et peuvent être protégés. Et ben moi, je suis pour l'extraction de la sphère marchande et qu'on puisse considérer l'ensemble du vivant avec un statut qui puisse lui permettre d'être protégé, qu'il soit ou non marchandisé, et voire même plus, extraire de la sphère marchande tout ce qui doit être bien commun et préservation du vivant. Je pense que la conscience de l'eau, elle est perdue et qu'il faut absolument la regagner. En fait, en gros, pour engager un changement, ça repose sur deux choses. Une construction, un processus de changement repose sur deux piliers. Il y a le pilier de la connaissance et de la science, donc les structures très intellectualisées, et puis il y a le pilier du sensible, dans lequel on va faire entrer la culture, l'imaginaire, le patrimoine culturel commun. Et je pense que ces deux piliers sont essentiels
à faire du collectif, à entraîner des processus de changement et qu'il faut les revitaliser. La science comme la culture se sont atrophiées à l'aune de beaucoup de politiques publiques, mais ça s'est atrophié. Il faut vraiment revitaliser ça. C'est ce qui va nous permettre à nous, humains qui partageons une culture commune, d'engager ce processus de changement. Et donc, je travaille beaucoup avec Béatrice Massé, vice-présidente à la culture, qui a la même démarche, elle, d'intégrer. Moi, je veux faire au sein de ma délégation, je veux intégrer la culture, mais Béatrice, elle a la démarche inverse, d'intégrer tout ce qui est environnement et vivant dans le champ culturel. Et donc, on est très perméable dans nos délégations, on essaye de travailler ensemble parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lever beaucoup de contraintes et de redonner de l'espoir. Moi, je veux qu'on arrête la spirale du désenchantement. Je veux vraiment qu'on avance sur nos sujets-là. Tout ce qui concerne le vivant, la biodiversité, l'eau, il n'y a pas un jour qui ne soit porteur de mauvaises nouvelles. Et donc là, je veux très fortement porter ce qui nous permettra de sortir, et les jeunes, santé mentale des jeunes, excellent dossier du Césaire qui a été réalisé sur la santé mentale des jeunes, ce qui permet de sortir de l'éco-anxiété et qui affecte notamment la jeunesse, c'est récupérer de la capacité à agir, récupérer de l'espoir et de la capacité à agir, penser le monde et pouvoir agir dessus. C'est ce qui nous sort du champ un peu très dépressif qui nous affecte collectivement. Et c'est pour ça aussi que je tiens à ce qu'il y ait une grande place faite aux jeunes, que ce ne soit pas que de l'affichage, mais qu'il y ait une place faite à la jeunesse dans toutes nos instances, que ce soit celle de la biodiversité, celle de l'eau, celle de la santé, une place faite à la jeunesse, mais pas de l'affichage, avec des moyens et de la capacité d'action. Parce qu'il faut de l'engagement, il faut de l'énergie et de l'enthousiasme. On a des défis très lourds à porter, mais la seule voie, on n'a pas le choix. La seule voie, c'est la voie du bien commun, de la capacité d'entreprendre, d'agir. C'est celle de la juste répartition des ressources. Je crois qu'on est au pied du mur et qu'on n'a plus le choix. Si on veut que la vie continue, c'est notre seule voie d'avenir, on n'a pas d'autre choix. Alors, en étant réaliste, le premier scénario est celui que je privilégie, c'est-à-dire qu'il faut viser avant tout la sobriété. Mais il va falloir aussi introduire de la démocratie et embarquer tout le monde. Parce que si on est très injonctif, en fait, ce sont des paroles perdues en l'air. Et donc, il faut que les gens se sentent acteurs, investis, responsables, et qu'eux-mêmes s'approprient le projet de sobriété. Et au-delà de la sobriété, il y a de la sobriété, mais ça peut être, franchement, la sobriété peut être un choix de société enthousiasmant. Parce qu'il y a un monde à repenser, un monde à reconstruire, avec un changement des valeurs, avec le fait de pouvoir... Et on parle beaucoup de perte de sens dans les voies professionnelles notamment, mais à plein de niveaux, je pense qu'il y a des pertes de sens. Donc récupérer du sens, c'est ce qui fait du bonheur de la vie. C'est de mettre du sens, d'aller à la rencontre de l'altérité, d'inventer, de créer et d'être dans l'action. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sont très passifs par rapport à la vie. Et c'est notamment très... majoré par tout ce qui est, à mon sens, réseau, Internet, etc. Et on est cantonné à cette passivité. Je pense que ça peut être un projet de société, un monde à construire, une vie en devenir. Et c'est des projets enthousiasmants, y compris dans la sobriété. vous y croyez ? Oui.